C'est un extraordinaire voyage. À travers les airs, sur les ailes des oiseaux. Un merveilleux périple au fil des saisons. Pour voir la Terre sous un jour nouveau. Partager une année de la vie de notre planète. De la chaleur des tropiques aux étendues gelées du Grand Nord. Et découvrez notre monde comme vous ne l'avez jamais vu. Depuis les airs. Faites un tour du monde à vol d'oiseau. C'est l'hiver en Afrique du Sud. Une vue aérienne de la montagne de la Table, qui domine le cap, ne laisse rien présager de ce qui se prépare au large. À la frontière de deux océans, la plus grande migration de poissons au monde vient de commencer. Des fous du cap affamés sont aux aguets, mais le phénomène se déroule en profondeur, à l'abri des regards indiscrets. Leur zone de pêche fait plusieurs milliers de kilomètres carrés. Ils ont besoin d'aide. Le dauphin commun, c'est tout ce qu'il faut savoir du monde sous-marin. Les deux espèces travaillent en équipe et mettent leur savoir-faire en commun. Les dauphins cherchent sous l'eau, tandis que les fous du cap scrutent la surface. Ils voyagent parfois ensemble pendant une centaine de kilomètres ou plus. Les oiseaux sont les premiers à repérer le banc de poissons. Ils fondent sur leur proie à plus de 100 km/h. Des coussins d'air situés au niveau de la gorge et de la poitrine des fous amortissent le choc. À 20 mètres sous la surface, ils atteignent leur cible. Le Sardine Run, la plus grande migration de poissons de la planète. À cette profondeur, les sardines sont difficiles à attraper. Les fous du cap repartent bredouille. Mais leur collaboration avec les dauphins va porter ses fruits. Ces derniers rabattent les sardines et les ramènent à la surface. Maintenant, elles sont aussi à la portée des fous du cap. Les sardines font l'objet d'une offensive aérienne et maritime sans commune mesure dans la nature. Mais la manœuvre n'est pas sans danger.
Toute cette agitation attire les requins. Et les fous du Cap sont une proie facile. Une fois de plus, les dauphins prouvent leur valeur et font fuir les intrus. Rassasiés, nos chasseurs retournent sur Bird Island, l'île aux oiseaux, qui abrite la plus grande colonie de fous du Cap de la planète, quelques 65 000 couples. Leur réussite tient à leur grande connaissance des opportunités qui se présentent au fil des saisons. Tout au long de l'année, des phénomènes similaires se produisent aux quatre coins du globe. C'est le cycle annuel de milliards d'oiseaux migrateurs. Au printemps, des grues cendrées venues d'Afrique envahissent le ciel européen. Elles voyagent en famille. Les parents guident leurs petits lors d'un incroyable périple de 5000 km. Après avoir franchi la mer Méditerranée, les grues se dirigent vers leur aire de reproduction. Pendant 3 semaines, elles survoleront un continent où la nature s'éveille petit à petit. Elles empruntent les voies de migration traditionnelles. Pour la plupart, le trajet inclut la traversée du plus grand delta de France, la Camargue. Elles croisent un troupeau de chevaux camarguais. Ils vivent en liberté dans les marais depuis des siècles. Les marais camarguais sont un sanctuaire ornithologique qui abrite pas moins de 400 espèces différentes. Tandis que les grues cendrées poursuivent leur chemin vers l'Europe du Nord, pour d'autres oiseaux venus d'Afrique, le voyage se termine en Camargue. Ils sont quelques 20 000 couples de flamants roses à prendre leur quartier d'été dans les marais de la région. Pour de nombreux autres voyageurs, la migration prénuptiale ne fait que commencer. Dans le sud des États-Unis, une famille d'oies des neiges se met en route. Elle entame un périple de 3000 km qui s'achèvera dans la toundra arctique. Mais elle ne voyage pas seule. Elle rejoint d'autres familles unies par un but commun.
Le nombre d'oies des neiges augmente au fil des jours. Elles sont des centaines, puis des milliers. Bientôt, elles sont plus d'1 million dans le ciel. Elles font une halte migratoire, en attendant que les conditions météorologiques soient bonnes et les vents favorables à la poursuite de leur périple. Elles forment une gigantesque armée prête à prendre d'assaut le continent américain. Malgré le chaos ambiant, les familles restent unies. Mais ce gigantesque rassemblement attire les prédateurs. Notamment le pigargue à tête blanche, l'emblème des États-Unis. Il est rusé, puissant, et c'est l'ennemi juré de l'oie des neiges. Heureusement, l'union fait la force. Des centaines de milliers d'oiseaux sont sur le qui-vive. Une oie donne l'alerte. Le message se répand comme une traînée de poudre. Malgré la taille du groupe, les membres d'une même famille ne sont jamais bien loin. À première vue, le pigargue n'a que l'embarras du choix. Mais ce n'est pas si simple. Il semble perdu. Les oies forment un véritable mur. Impossible d'en viser une en particulier. Il tente sa chance ailleurs. Et s'il volait le déjeuner d'un autre? Mais son rival a beau être jeune, il ne compte pas se laisser faire. Pour les prédateurs en herbe, ces rassemblements sont l'occasion rêvée d'exercer leur talent. Mais grâce à leurs ailes courtes, les canards sont très rapides et ne cessent de damer le pion aux jeunes rapaces. L'adulte décide de lui donner une petite leçon. Le vrai savoir-faire demande des années d'entraînement. Un canard refait toujours surface. Un jeu d'enfant quand on sait s'y prendre. En observant les adultes, les jeunes pigargues qui suivront la nuée d'oiseaux vers le nord gagneront vite en expérience.
Profitant d'un vent favorable, les oies des neiges se remettent en route. Elles rejoignent les 5 milliards d'oiseaux qui envahissent l'Amérique du Nord au printemps. Au-dessus de la péninsule de Basse-Californie, au Mexique, un autre rassemblement se prépare. Une colonie de pélicans bruns est attirée par les bancs d'anchois qui migrent dans la région à cette période de l'année. Ces petits ont encore beaucoup à apprendre. Ils comptent sur leurs aînés au plumage coloré pour leur montrer la voie. Les jeunes pélicans sont attentifs. Ils veulent tirer le meilleur parti de l'expérience et de la sagesse des adultes. Il leur faut comprendre les habitudes des animaux marins qui peuvent les aider à se nourrir. Ces baleines à bosse ont parcouru 4000 km depuis l'Arctique pour se reproduire ici. Pour les jeunes pélicans, c'est une découverte de plus. Les baleines annoncent leur arrivée par des grands sauts hors de l'eau. Difficile d'ignorer 45 tonnes qui font un plat. D'habitude, les pélicans trouvent de quoi manger en suivant les baleines. Mais aujourd'hui, ces géants des mers ont autre chose en tête. Les pélicans devront se rabattre sur un autre guide. En voici justement un qui surgit de l'eau sans prévenir. Le diable de mer. Une créature qui aurait sûrement aimé être un oiseau. Nul ne sait pourquoi elle vole. D'après certains, c'est pour se débarrasser des parasites. D'autres pensent que les éclaboussures permettent de rabattre les poissons et le plancton, les rendant plus faciles à attraper. Mais peut-être volent-elles tout simplement parce qu'elles le peuvent. En général, lorsque la pêche est bonne pour les raies, elle l'est aussi pour les pélicans. Leur poche peut contenir une dizaine de litres d'eau et plusieurs kilos de poissons.
Elle s'étire vers le bas pour aspirer les poissons. Le pélican n'a plus alors qu'à fermer le bec. C'est le piège idéal. Mais il doit refaire surface pour avaler sa proie. Et c'est là que les choses se gâtent. La nourriture. Voilà ce qui motive les oiseaux à changer de région, même ceux qui migrent pour se reproduire. En France, la famille de Grue-cendrée survole la vallée de la Loire. Pour ne pas dévier de leur trajectoire, les oiseaux utilisent un sens magnétique qui leur indique à chaque instant où ils sont. Ils se servent également du soleil comme boussole et prennent même en compte son changement de position dans le ciel. Mais malgré leur système de navigation high-tech, ils se fient surtout à leurs yeux. Année après année, ils utilisent les mêmes points de repère. Ici, le château de Chenonceau. Les oiseaux dont c'est le premier voyage ne l'ont vu qu'une fois. Pourtant, ils ne l'oublieront jamais. Un jour, ils utiliseront ce repère pour guider leur propre famille. Jusqu'à 50 000 grues peuvent traverser la vallée de la Loire en une seule journée. En contrebas, les rivières regorgent de truites frétillantes. Soudain, un balbuzard avait repéré sa proie du ciel. Mais elle s'échappe, in extremis. Il plonge à 80 km/h. Trempé, il doit se sécher les plumes s'il veut pouvoir s'envoler de nouveau. Surtout avec une truite d'1 kilo entre les serres. Parti d'Afrique, le balbuzard a parcouru 10 000 km pour arriver ici. Mais l'abondance de nourriture est la plus belle des récompenses. Aux États-Unis, les oies des neiges ont parcouru plus de 1500 km sans s'arrêter. La fatigue commence à se faire sentir. Mais le plus difficile reste à venir.
Monument Valley, dans l'Arizona. Pour une famille au bord de l'épuisement, ce désert est un endroit semé d'embûches. La vallée est tout ce qui reste d'un ancien fond marin, mais on n'y trouve plus une goutte d'eau depuis bien longtemps. Les pics de grès rouges se sont formés sous l'action du vent et s'élèvent aujourd'hui à 300 mètres au-dessus du fond de la vallée. Pour les oiseaux migrateurs, ce paysage grandiose n'offre pas la moindre source de réconfort. Malgré la fatigue des petits, les parents ont un plan de vol à respecter s'ils veulent atteindre leur destination à temps pour s'y reproduire. Alors ils poursuivent leur chemin. Pas question de s'arrêter en route. Soudain, la nature leur donne un coup de pouce inattendu. Les formations de grès font dévier le vent vers le haut. La famille parvient enfin à rejoindre le reste du groupe. Mais il reste encore 1500 km à parcourir. Le contraste avec la forêt tropicale amazonienne, au cœur de l'Amérique du Sud, est saisissant. Ici aussi, les oiseaux migrent au fil des saisons. L'ara macao est une créature intelligente et d'une grande longévité. Peu d'oiseaux connaissent aussi bien que lui les secrets de la forêt tropicale. Mais il a un problème. Durant la saison sèche, les fruits se font rares et les autres aliments qu'ils ingurgitent contiennent souvent des poisons. Il doit trouver un remède aux indigestions que provoque ce régime déséquilibré. L'antidote se trouve le long de la rivière. D'autres oiseaux l'ont devancé. Des dizaines d'Amazones poudrées cherchent également à soulager leurs symptômes. Leur présence rassure les haras au plumage multicolore. Elle signifie qu'il n'y a pas de prédateurs dans les environs. La voie est donc libre et les haras s'attendent à ce que les Amazones leur cèdent la place. C'est ce qu'elles font car elles connaissent leur rang dans la hiérarchie. Et les haras n'ont plus qu'à se quereller entre eux. Comme les Amazones, ils ne sont là que pour une chose, la boue. Une terre argileuse qui neutralise les poisons ingérés au quotidien.
Non seulement elles soulagent leurs brûlures d'estomac, mais elles leur apportent les nutriments dont ils ont besoin. Les haras macao se disputent âprement les meilleures places. Ils sont étonnamment nerveux, surtout lorsque des importuns s'approchent sans crier gare. Des attelles. Ces singes turbulents ne s'intéressent normalement pas aux haras, mais on n'est jamais trop prudent. À leur tour de dévaliser la pharmacie de la jungle. Comme toujours quand ils se sentent en danger, les oiseaux préfèrent s'envoler. Aux Pays-Bas, les champs de tulipes sont en fleurs, signe que le printemps est bel et bien arrivé. L'ère de reproduction des grues cendrées n'est plus très loin. Ce paysage en technicolore était autrefois une région marécageuse. Les grues s'y arrêtaient pour se reproduire. Aujourd'hui, leur voyage s'achève dans des marais naturels situés un peu plus au nord. Après avoir parcouru 5000 km, nos grues d'Afrique du Nord atteignent leur destination finale, la Suède. Elles vont y séjourner tout l'été pour se reproduire. Tandis que les grues privilégient la nature, certains nouveaux arrivants ont un faible pour les constructions humaines. Ces hirondelles rustiques ont parcouru 10 000 km depuis l'Afrique du Sud pour revenir dans la ferme anglaise où elles sont nées. Grâce à leurs longues ailes pointues et à leur queue fourchue, elles sont parfaitement équipées pour un aussi grand voyage. Les mâles arrivent les premiers. Leur mission, réparer le nid avant que les femelles ne les rejoignent. Après un périple de 6 semaines, comment dire non à un petit encas? L'hirondelle est passée maître dans l'art des acrobaties aériennes. Elle est même capable de boire en plein vol. Les hirondelles de fenêtre ont elles aussi fait le voyage depuis l'Afrique du Sud. Leur premier réflexe est de se procurer de la boue dans une mare locale.
Comme leurs cousines rustiques, elles passent le plus clair de leur temps à voler. Elles utilisent la boue fraîchement collectée pour rénover les nids déjà construits sous les avancées de toit. Encore quelques finitions. Pour la touche finale, quelques plumes feront l'affaire. En Amérique du Nord, les oies des neiges atteignent enfin l'extrême nord du Canada. Elles ont parcouru 3000 km sans s'arrêter. La neige n'a pas encore tout à fait disparu. En route, elles ont perdu un tiers de leur poids. Dès leur arrivée, elles font le plein de plantes aquatiques et de jeunes pousses printanières. Le pigargue à tête blanche trouve également de quoi se rassasier. Les oies arrivent en même temps que l'été arctique. Comme chaque année, elles attendent patiemment le dégel. Elles resteront ici jusqu'à ce que le temps leur permette de rejoindre leur site de nidification au nord de la toundra. Tandis que l'été commence en Amérique du Nord, un spectacle extraordinaire se prépare en Amérique du Sud. Les pétrels géants savent exactement lorsqu'il se produira. Ils apparaissent lorsque les bébés otaries s'apprêtent à entrer dans l'eau. Ces cousins de l'albatros ont fait beaucoup de routes pour assister à ce phénomène. Pour trouver à manger, il leur faut un coup de pouce. L'orque, le pire ennemi des otaries, et le complice involontaire des pétrels affamés. Les jeunes otaries sont inconscientes du danger qui les guette.
sait parfaitement à quoi s'attendre. Son petit est encerclé et les charognards sont à l'affût. Raté. Ces joyeuses retrouvailles signifient un repas de perdu pour les pétrels. Mais ce ne sont pas les occasions qui manquent à cette période de l'année. Tant qu'il y aura des bébés otaries sur la plage, les orques passeront à l'attaque plusieurs fois par jour. Les pétrels ont traversé un océan pour arriver jusqu'ici. Mais le jeu en valait la chandelle. C'est le début de la période estivale en Amérique du Nord. Les oiseaux migrateurs ont pris leur quartier d'été aux quatre coins des États-Unis. Le Grand Canyon offre des conditions idéales pour les adeptes du vol plané. Mis à part les courants d'air ascendants, ces gorges désertiques n'ont pas l'air d'avoir grand-chose à offrir aux pigargues amateurs d'eau. Pourtant, ces gigantesques canyons ont bien été creusés par le fleuve Colorado qui coule toujours en contrebas. L'aigle se sert de ses plumes pour détecter les courants ascendants et en tirer parti. Grâce à sa maîtrise du vol plané, il dépense très peu d'énergie lorsqu'il part en quête de nourriture. Dans cette région aride, le Colorado est source de vie depuis 17 millions d'années. Aujourd'hui encore, il nourrit une population de pigargues à tête blanche en pleine croissance. Dès qu'une occasion se présente, ils la saisissent entre leurs serres puissantes. Les marais de Caroline du Sud. C'est ici que s'installe la grande aigrette durant les mois d'été. C'est un oiseau rusé qui pourrait enseigner une chose ou deux aux pigargues. Elle laisse les autres travailler à sa place. Et suit les dauphins à la trace
en attendant qu'ils passent à l'action. D'un seul coup, ils rabattent les poissons vers le rivage. Un véritable festin servi sur un plateau. Les dauphins n'ont plus qu'à ramasser les poissons frétillants. Et les aigrettes font de même. L'échouage est le pire cauchemar des dauphins. Mais ce groupe a l'habitude. Il maîtrise sa technique de pêche à la perfection. Curieusement, les dauphins se servent toujours du flanc droit pour rabattre les poissons. Les jeunes apprennent la technique en observant les adultes. Et les aigrettes n'en perdent pas une miette. Le comportement des dauphins n'a plus aucun secret pour elles. La nourriture est devenue tellement facile à se procurer qu'elles n'ont plus besoin de pêcher. Elles sont la preuve vivante que les oiseaux s'adaptent à toutes les opportunités qui s'offrent à eux. Tandis que l'été bat son plein dans l'hémisphère nord, l'Afrique du Sud s'apprête à accueillir un phénomène des plus spectaculaires. Le goéland dominicain ne manquerait cela pour rien au monde. Il se rend sur l'île aux phoques, au large du Cap, où vivent 10 000 otaries à fourrure. Ces oiseaux se nourrissent de charognes dès qu'ils le peuvent. Et à cette période de l'année, ils sont particulièrement gâtés. Ils attendent que les bébés otaries osent s'aventurer au large de l'île. Et ils suivent ces petits qui goûtent pour la première fois à la liberté. Les jeunes otaries sont inconscientes du danger. Mais les goélands savent ce qui les attend. Ce n'est qu'une question de temps. Un grand requin blanc. La patience des goélands est récompensée. C'est un véritable buffet de viande d'otarie qui s'offre à eux. En juillet, les grands requins blancs migrent dans la région pour se nourrir de jeunes otaries. Ils peuvent attaquer jusqu'à 40 fois par jour.
mois passent et c'est au tour de l'Afrique de l'Est d'accueillir un événement remarquable. Des rapaces décrivent des cercles au-dessus des grandes plaines et montent en spirale grâce aux courants ascendants. Ils ne sont là que pour une chose. La plus grande migration de mammifères au monde. En août, 500 000 gnous traversent la plaine du Serengeti pour rejoindre la réserve du Masai Mara au Kenya. Les vautours observent les troupeaux et guettent le moindre signe de faiblesse. Ils surveillent également les prédateurs des gnous. Mais la savane est un endroit plein de dangers, où celui qui observe est aussi observé. Une étrange alliance se noue entre vautours et félins, qui s'espionnent mutuellement en quête de chair fraîche. La chasse revient au lion. Voilà ce que guettait le vautour. Mais il devra attendre son tour. Priorité à la lionne et à ses petits. Et le reste du groupe ne tarde pas à les rejoindre. Il n'y aura bientôt plus rien de la carcasse. Ce mâle est en train de voler le déjeuner de la lionne. Elle cherche un bouc émissaire. Les vautours ne veulent surtout pas mettre sa patience à l'épreuve. Ils savent qu'il y a d'autres façons moins risquées de se nourrir. Ils se rabattent sur les eaux tumultueuses de la rivière Mara. Les gnous doivent traverser le cours d'eau pour rejoindre leur site de reproduction dans les plaines à herbes courtes. C'est le moment le plus dangereux de leur vie. Ils sont nerveux, à juste titre, et cherchent l'endroit le plus sûr pour traverser. L'un d'eux se jette à l'eau et le reste du troupeau suit. Les crocodiles attendent ce moment depuis 1 an. Ils vont s'avérer très utiles aux charognards.
Les vautours vont bientôt pouvoir passer à table. L'heure est venue. Les rapides augmentent encore le nombre de victimes. Les vautours n'ont plus qu'à descendre en aval pour récupérer les cadavres charriés par la rivière. Le plus dur reste à venir, savoir s'imposer face à ses congénères. Les charognards se disputent la carcasse pour la forme. Il y en aura pour tout le monde. Le marabout n'est pas de taille. Il attend patiemment son tour. Finalement, tous les oiseaux mangent à leur faim. Dans quelques jours, les vautours suivront le troupeau vers le sud, puis s'en iront. Voici la vallée du Grand Rift est-africain. C'est ici que vit l'un des plus beaux oiseaux du monde. Le flamand nain est un grand voyageur toujours à la recherche du lac idéal. Aujourd'hui, plus de la moitié de la population mondiale de flamands nains a élu domicile sur le lac Bogoria, au nord du Kenya. C'est un des plus grands rassemblements jamais observés. Ils sont plus de 2 millions. Ils bordent le lac d'un ruban rose. Mais la beauté de ce paysage est trompeuse. Des sources volcaniques empoisonnent ces eaux tranquilles. Elles créent un milieu alcalin qui tue presque toutes les formes de vie aquatique. Ces conditions hostiles sont néanmoins propices au développement d'un certain type d'algues. C'est justement celle dont se nourrit le flamand nain. Son bec recourbé et son long cou sont parfaitement adaptés pour l'attraper au fond du lac. Grâce à son bec, il filtre l'eau pour ne garder que les algues. Les flamants roses apparaissent comme par magie dès que les algues prolifèrent dans le lac. Pendant un court instant, parmi les geysers, ils sont au paradis. Mais leur bien-être est de courte durée. Un aigle pêcheur d'Afrique. Puisqu'aucun poisson ne survit dans ces eaux toxiques, il se rabat sur les flamands nains. Il débusque sa proie. Les oiseaux affaiblis se repèrent facilement. Les traînards sont une cible idéale. L'aigle a trouvé sa prochaine victime.
Pour les survivants, le calme revient sur le lac. L'été touche à sa fin en Amérique du Nord. Le pigargue à tête blanche fait une dernière escale avant de se remettre en route vers le sud. Les petits suivent les adultes. Ils ne sont jamais venus ici et ne savent pas à quoi s'attendre. Leur destination est une rivière en Colombie-Britannique, où se prépare un rassemblement exceptionnel. Les saumons arrivent de l'océan pour se reproduire, et les ours ne tardent pas à les rejoindre. La prudence est de mise. Les grizzlies détestent partager leurs repas. Ce jeune aigle résiste à la tentation. Il préfère observer et en prendre de la graine. Les berges de la rivière sont en effervescence. Tous les grizzlies de la région participent aux festivités. Les saumons ne sont pas faciles à attraper, même pour les ours. Le keta du Pacifique mesure jusqu'à 1 mètre de long et est particulièrement agressif. Avec ses mâchoires en forme de crochet et ses dents acérées, il est taillé pour le combat. Face à des poissons aussi féroces, mieux vaut laisser les ours faire le gros du travail. Cet ourson a le plus grand mal à attraper sa proie. Le pigargue doit s'approcher un peu s'il veut prendre part au festin. S'il vole un poisson, il risque de s'attirer des ennuis. Mais il y a tellement à manger que les ours peuvent se permettre d'être difficiles et de ne pas finir leur repas. Au plus fort de la remontée des saumons, la pêche se transforme en jeu pour les ours. Le pigargue va pouvoir passer à l'action. Mais il faut rester prudent. Les grizzlies sont réputés pour leur mauvais caractère. Il doit manger aussi vite que possible avant que les ours ne remarquent sa présence. Il ne leur a pas fallu longtemps. Le rapace joue avec le feu, mais il sait exactement quand s'arrêter. Il continuera de se nourrir quelque temps ici en défiant les ours, puis mettra le cap au sud à l'arrivée de l'automne. Au Costa Rica,
les urubus noirs se dirigent eux aussi vers le sud. Ils ont passé l'été en Amérique du Nord et font tous étape ici, avant de poursuivre leur route vers l'Amérique du Sud. Ils savent qu'ils trouveront de quoi manger sur la plage. Une tortue olivâtre est de retour, après plusieurs mois passés en mer. C'est précisément ce qu'attendaient les vautours. Les oiseaux affamés peuvent difficilement cacher leur excitation. Ils n'ont plus qu'à trouver le moyen d'accéder à leur repas. Ce n'est pas la tortue qui les intéresse. Ce sont ses œufs. Elle les pond dans un trou profond et les protège avec ses puissantes pattes arrière. Sa seule défense, jeter du sable au visage des importuns. Contre toute attente, elle parvient à enterrer tous ses œufs. Tant pis pour les vautours. Heureusement pour eux, cette tortue était simplement en avance. L'invasion ne fait que commencer. C'est la célèbre Haribada, un gigantesque rassemblement de tortues. Les tortues arrivent sur la plage par milliers, quelques jours après la pleine lune. Encerclées par les vautours, les femelles se dépêchent d'enterrer leurs œufs aussi profondément que possible, en s'assurant de ne pas gêner leurs congénères. De nouvelles arrivantes les rejoignent. Les tortues sont tellement nombreuses qu'on commence à manquer de place. Les œufs des premières arrivées en subissent les conséquences. Ils sont déterrés et projetés sur le sable comme des balles de ping-pong. Une aubaine inespérée pour les vautours. Les oiseaux doivent prendre des forces avant de continuer leur route vers le sud. Des œufs brouillés. Voilà qui tombent à pic avant un long voyage. Les rapaces ont le ventre plein. Les tortues ont enfin la plage rien qu'à elles. Dans quelques jours, tortues et vautours auront disparu. En Europe,
l'arrivée de l'automne entraîne la migration d'un autre groupe d'oiseaux. Les bernaches cravants quittent leur site de reproduction dans l'Arctique pour des régions méridionales plus chaudes. Comme les oies des neiges et les grues cendrées, les jeunes bernaches volent avec leurs parents et gagnent rapidement en expérience. Elles apprennent entre autres à éviter les orages, une astuce qu'elles transmettront un jour à leurs petits. Cette famille a parcouru plus de 3000 km depuis la Russie. Son voyage touche à sa fin. Elle va élire domicile dans les marécages qui entourent le Mont Saint-Michel, en Basse-Normandie. Elle y passera tout l'hiver et retournera dans l'Arctique au début du printemps. Certains oiseaux hivernants préfèrent s'installer en ville. Au premier signe de l'hiver, 10 millions d'étourneaux d'Europe du Nord se donnent rendez-vous en plein centre de Rome. Les températures y sont plus douces et les prédateurs relativement rares. Le soir, leurs acrobaties aériennes offrent un spectacle d'une beauté sans égale. Leur dortoir favori est un ancien cimetière, en plein cœur de la ville. Ils sont 2 millions à s'y retrouver au crépuscule. Impossible d'ignorer un balai aérien aussi singulier. Ce soir, un faucon pèlerin cherche de quoi manger. Mais ce ne sera pas simple. Il chasse un oiseau particulièrement difficile à attraper.
Ces formations fascinantes perturbent le rapace et l'empêchent de se focaliser sur une seule proie. Pour voler de manière aussi chorégraphiée, chaque étourneau copie 7 de ses voisins les plus proches. Ils sont parfaitement synchronisés et réagissent 10 fois plus vite qu'un pilote de chasse. Malgré tous ses efforts, le faucon pèlerin a trouvé plus malin et plus performant que lui. Les rôles sont inversés. Un escadron de plusieurs milliers d'oiseaux fait fuir le prédateur. Les étourneaux peuvent enfin rentrer à leur dortoir. Au nord de l'Italie, les grues cendrées sont sur la route du retour. Elles survolent les célèbres canaux de Venise, avec leur progéniture cette fois. Autrefois, Venise était une région marécageuse où les grues pouvaient faire étape et se nourrir. Aujourd'hui, les oiseaux doivent continuer leur chemin. Bientôt, elles traverseront la mer Méditerranée et profiteront de la douceur hivernale de l'Afrique du Nord. En Amérique, les oies des neiges rejoignent également leur site d'hivernage. Celle qui passe par la côte Est traverse l'une des villes les plus célèbres des États-Unis.
Malgré une population humaine très dense, New York est un carrefour emprunté par des milliers d'oiseaux migrateurs. Chaque année, plus de 250 espèces différentes passent par la Grosse Pomme. Comme les formations géologiques de Monument Valley, les gratte-ciels créent des courants d'air ascendants qui facilitent le voyage des oiseaux. Les oiseaux font preuve d'une grande faculté d'adaptation. En transmettant leurs connaissances à leurs petits, ils arrivent à survivre dans un monde dominé par l'homme. Malgré tous les changements, les oies des neiges sont aujourd'hui 3 fois plus nombreuses qu'il y a 40 ans. Elles laissent New York derrière elles. La chaleur du Grand Sud les appelle. L'année touche à sa fin. Tous les oiseaux prennent leur quartier d'hiver. Les grues du Japon sont soulagées d'avoir atteint l'île d'Hokkaido, leur destination finale. Il y a quelque temps, leur population ne comptait plus que 25 millions d'individus. Aujourd'hui, elles sont plus d'1 millier. Des poissons laissés par les habitants de la région aident la colonie à prospérer. Mais soudain, des intrus viennent troubler leur sérénité. En hiver, c'est également ici que s'installe le pirargue à queue blanche, réputé pour se nourrir d'autres oiseaux. Face au danger, les grues se défendent avec courage. Ces échassiers, parmi les plus grands du monde, donnent bien du fil à retordre à leurs adversaires. Les pirargues choisissent la solution de facilité. Ils volent la nourriture déposée pour les grues. Les rapaces s'en vont
et le calme revient. Pour les Japonais, la parade nuptiale de la grue est un symbole de paix, d'harmonie et de longévité. Ces échassiers peuvent vivre plus de 60 ans et sont fidèles à un seul partenaire tout au long de leur vie. Les relations que les oiseaux tissent avec leurs congénères ainsi qu'avec les autres animaux leur permettent de prospérer aux quatre coins du globe. Ils traversent les pays et les continents pour se nourrir, se reproduire et élever leurs petits. En leur enseignant l'art de la survie, ils jouent un rôle déterminant pour l'unité de la planète. Un rôle que nous commençons tout juste à cerner. L'espace de quelques moments, ces grues du Japon ont suspendu leur vol. Mais partout sur la Terre, au fil des saisons, le voyage des oiseaux migrateurs n'a de cesse d'unifier notre monde.